Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Félix. Hello, hello tout le monde. N'hésite- N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si le son et la vidéo sont OK. Il y a pas mal de monde qu'on attend aujourd'hui, donc c'est très cool. Et très content du coup de te recevoir Félix pour ce webinaire un peu plus spécifique sur les CRM et notamment sur HubSpot. Ouais, carrément, ça va être cool. Ouais. Déjà pour commencer, tant que tout le monde du coup se connecte, merci beaucoup Théo. Du coup, le son et la vidéo sont OK, donc c'est parfait. Mais je vais te laisser déjà Félix un peu te présenter, nous dire qui tu es, peut-être ton parcours et du coup pourquoi tu es légitime aujourd'hui pour nous parler du coup de HubSpot et comment organiser et scaler HubSpot pour sa prospection notamment. Yes, merci. Du coup, moi, c'est Félix Le Goff. Je suis gross manager chez Empowheel. Et donc, ça fait 8 mois que je suis chez Empowheel. Donc, c'est mon premier CDI, mais j'ai fait pas mal d'alternance en tant que growth. Et beaucoup d'utilisation du CRM. Et j'ai surtout utilisé HubSpot depuis le début de mon alternance. Donc, j'ai pas mal de connaissances et on a vraiment mis en place toute une machine avec l'équipe market et l'équipe sales de chez Empowheel. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de faire ce webinaire, surtout qu'on a travaillé avec Faro depuis le début, en fait. Ouais, et pour la petite histoire, ben nous, on voulait vraiment faire un webinaire spécialisé du coup sur HubSpot, comment aller plus loin, comment l'organiser pour sa prospection. Vous allez voir, on va aborder pas mal de thèmes. Et Félix, ben, il nous posait pas mal de questions assez spécifiques sur HubSpot, comment l'intégration avec HubSpot régulièrement, etc. Et donc, ça nous a permis aussi de faire évoluer l'intégration du coup grâce à lui. Et donc, on s'est dit, ben, je pense que ça sera un point d'intervenant pour nous parler de comment il utilise HubSpot, comment il est organisé dans Empowheel, qui est une société qui est très intéressante. Et du coup, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ensemble pour parler du coup de l'organisation d'HubSpot pour améliorer du coup sa prospection. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal harcelé le support Faro quand même, hein. Bonjour à tous. On va pouvoir du coup commencer avec avoir pas mal de personnes connectées et puis de toute façon les autres personnes après rattraperont en cours du train. René qui demande est-ce qu'il y aura un replay? Oui, bien sûr, il y aura un replay disponible. Vous le recevrez par email et puis vous recevrez aussi la présentation si vous la souhaitez à la suite du coup de ce webinaire. Et puis comme d'habitude, hein, l'objectif c'est que ça soit le plus interactif possible. Donc, si vous avez des questions sur les thématiques en particulier ou sur la presse ou sur le partage d'écran que l'on fera, n'hésitez pas à les poser. Et bien entendu, on gardera 10-15 minutes à la fin pour aussi avoir une partie de questions-réponses. Ouais, n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'on peut aller un petit peu dans le détail et aller dans des choses un petit peu complexes. Donc, s'il y a des choses dont vous avez besoin d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas, hein. Et vous pouvez me dire aussi par curiosité du coup sur le chat si vous déjà vous utilisez HubSpot comme CRM et quels sont vos enjeux par rapport à ça. Ça peut être aussi assez cool de savoir qui est-ce qu'on a avec nous aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin sur certains thèmes spécifiques ou comme ça. C'est toujours très cool. Donc n'hésitez pas à nous partager ça sur le chat. Alors, pour commencer, du coup, on voulait vous expliquer déjà pourquoi on faisait ce webinaire-là. Déjà, bien organiser son CRM, c'est quelque chose qui est obligatoire quand on commence à grandir et quand on veut vraiment avoir une organisation sales marketing qui soit optimale. Déjà, Félix en parlera mieux que moi, mais il y a une grosse problématique quand le CRM passe à organiser des doublons, des données pas à jour ou incomplètes. Dès qu'on arrive sur ces problématiques-là, on a directement une perte d'efficacité commerciale et une perte d'efficacité marketing parce qu'on va travailler sur de la donnée qui n'est pas assez bonne, qui n'est pas assez structurée et qui va du coup ralentir tous les process ou en tout cas perdre en efficacité sur toutes les actions qu'on va faire, que ce soit de relance ou alors des actions de nurturing, de campagne marketing, etc. Autre chose aussi que l'on a remarqué, c'est que plus il y a de personnes qui alimentent un CRM, plus il y a de risques d'erreur. Donc, plus l'entreprise grandit et plus, bien entendu, le CRM peut vite devenir un joyeux bordel, pour le dire les termes. Donc, c'est pour ça que l'organisation, quand on commence à grandir, quand on commence à être une quinzaine, une vingtaine et encore plus du coup de salariés, elle devient primordiale. J'ai Ouais, sorti cette petite citation de... d'autant plus que Pardon. c'est vraiment la... Oh, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, Félix, ouais. Ok, ça marche, pardon. C'est vrai que le CRM, c'est vraiment la source d'information vraiment de tous les pôles, en fait, de tous les pôles qui utilisent HubSpot notamment. Donc, dès qu'il y a une petite erreur ou des petites modifications, ça peut vraiment impacter tout le monde, que ce soit des sales au market jusqu'au CSM et donc aux clients. Donc, ça peut poser vraiment des problèmes. C'est vrai qu'il faut vraiment essayer de minimiser le risque d'erreur. Ouais.
Yes. Tu vois sur le chat, il y a pas mal d'utilisateurs d'HubSpot, donc je pense que ça peut être cool. Et si vous avez des questions spécifiques, ceux qui ont vraiment l'habitude de mettre le nez dans HubSpot, ça sera aussi l'occasion parce que Félix, il passe aussi beaucoup de journées sur HubSpot. Alors, au niveau du déroulé du webinaire, on voulait aborder plusieurs points avec Félix. La première partie, c'était vraiment comment mapper ces données dans HubSpot pour, dès le départ, avoir quelque chose qui soit cohérent, qui soit clair et qui soit efficace quand on part de la donnée avant d'intégrer dans le CRM. Deuxième partie, c'est de dédoublonnage et garder à jour son CRM. Quelles sont les bonnes pratiques pour dédoublonner et pour garder à jour dans le temps le CRM, pour éviter d'avoir ce système-là où c'est vraiment trop le bordel. Du coup, on va se prendre 1 mois, 2 mois pour remettre à jour le CRM. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est tous les jours, ou en tout cas régulièrement, on garde cette donnée à jour, on met des bonnes pratiques pour éviter d'avoir ces gros chantiers à faire régulièrement. Et surtout, souvent, c'est trop tard quand le CRM est vraiment où il y a des données partout et c'est vraiment mal organisé. Souvent, c'est assez compliqué de le remettre à jour en un seul coup. Troisième partie, donc, ça va être sur des workflows. Comment on peut créer des workflows pour aller plus loin une fois qu'on arrive sur de la donnée qu'on a installée dans HubSpot et comment on fait pour la transformer, pour l'adapter à notre entreprise, à notre ICP, à ce que l'on veut en faire derrière. Et puis ensuite, ça va être vraiment une partie bonne pratique. Comment Félix travaille et comment on peut former ses équipes sur HubSpot pour que tout le monde arrive à bien travailler dessus dans le temps. Et aussi, une partie qui est souvent assez négligée, c'est comment bien entretenir la relation marketing-sales, et notamment au niveau des opportunités, au niveau du CRM, comment du coup aborder ça avec ces sales, comment leur en parler, comment évoquer les problématiques qui peuvent en découler. Donc, première partie, comment on mappe les données dans HubSpot. Félix, je te laisse la main. Yes, carrément. Donc, Flavien fera un use case en live directement après pour que vous voyez un petit peu plus et que ce soit un petit peu plus clair. Mais vraiment, la première chose, le plus important quand vous avez commencé à mettre en place le Faro, l'intégration Faro et HubSpot, c'est vraiment de bien mapper toutes les données. Donc, faire en sorte que toutes les données soient aux bons endroits et faire en sorte que vous n'écrasiez pas des données déjà existantes dans HubSpot. Donc, moi, petit conseil, c'est sur HubSpot, j'ai créé des champs Faro qui vont enrichir des champs de base sur HubSpot, histoire de garder ma donnée historique que j'ai déjà sur HubSpot. Et les informations que j'ai sur Faro me permettent juste d'enrichir. Donc, ça n'écrasera jamais ce que j'ai déjà. Ça va juste le mettre à jour si jamais c'est pas mis si jamais c'est pas correct et ça va les enrichir. Ouais. Et donc, ça permet aussi déjà justement de pouvoir faire un matching, donc d'éviter le doublonnage. Et ça permet aussi de pouvoir intégrer des données externes, que ce soit sur d'autres outils comme des web scrappers ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est super important d'avoir vraiment ce bon mapping. Donc, il y a pas mal de choses en avancée qui sont importantes, comme on voit là dans les paramètres d'export. Notamment sur les tailles d'entreprise, il y a pas mal de tailles dans Faro. Moi, j'utilise la taille corrigée qui est un petit peu plus actuelle. Et voilà. Et toi, combien de temps tu avais pris pour faire ce mapping-là? En tout cas, est-ce que tu t'es posé avant de réfléchir quelles données tu avais voulu ou tu avais regardé d'abord sur Faro ce qui était disponible? Comment tu l'avais réfléchi ce mapping, toi, Félix? Yes, très bonne question. En fait, au début, j'ai commencé à faire mon mapping par rapport à mes convictions et ce que je savais un petit peu, ce que j'avais l'habitude d'utiliser, etc. Et en fait, j'ai importé un contact pour voir ce que ça donnait. J'ai vu si toutes les informations fonctionnaient, s'il n'y avait pas forcément des doublons ou des choses qui s'écrasaient. Et progressivement, en fait, je l'ai adapté. Et, en fait, c'est un petit peu de l'amélioration continue. Là, j'ai remodifié mes paramètres d'export il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai vu qu'il y avait un tout petit truc que j'aurais préféré avoir autrement. Donc, j'ai recréé un nouveau champ pour pas écraser les informations. Donc, vaut mieux y aller progressivement plutôt que faire vraiment un import et tout écraser, quoi. Ok, ça c'est intéressant. Du coup, toi, d'abord, tu te poses, tu fais le mapping de base et ensuite tu le fais aussi évoluer dans le temps et tu regardes et tu continues à y aller. C'est pas tu le fais une fois et après tu touches plus. Tu continues du coup à faire évoluer des champs ou en tout cas à regarder que les champs soient bien matchés, etc. Ouais, carrément. Pour moi, c'est de l'amélioration continue, notamment parce que, aussi parce que Faro développe des nouveaux champs, des nouvelles features ou des choses comme ça, qui n'étaient pas forcément possibles avant. Donc, c'est vrai que c'est toujours important de voir ce qui est disponible. Et ouais, par rapport aux tailles d'entreprise, il y a plusieurs tailles qui sont proposées. Si on prend cet exemple-là, savoir lesquelles sont les plus adaptées selon vous par rapport à votre utilisation, si vous préférez les tranches exactes, les tranches les tailles par tranche, les tailles exactes ou des choses comme ça, quoi.
Ok, Comment... c'est très intéressant. Il y a une question d'Alexandre qui est intéressante. Comment être certain que la donnée Faro est plus à jour que la donnée locale sur HubSpot? Mais c'est un sujet en plus qu'on va aborder du coup avec Félix, ça tombe bien. Pour y répondre rapidement, je pense Félix ce qu'il disait, c'est que la donnée que vous avez sur votre CRM, ça va vraiment dépendre de comment vous êtes allé la chercher, comment vous la traitez. Si vous parlez directement au lead, la donnée sera toujours le plus à jour possible. Et quand on préparait ce webinaire, Félix m'avait beaucoup fait remonter une information, c'était la meilleure donnée que vous aurez, c'est quand vous aurez votre prospect au téléphone, donc vous l'aurez en échange direct. C'est là où vous pouvez avoir la meilleure donnée possible. Faro, bien sûr, on travaille tous les jours et on fait des mises à jour très régulières pour que la donnée soit la plus à jour possible, mais ce ne sera jamais plus à jour que quand vous avez directement votre prospect au téléphone ou que vous avez l'info en direct. Après, ça dépend de quelle donnée vous parlez, Alexandre. C'est de la donnée que ça fait longtemps que vous avez sur votre CRM ou c'est de la donnée en direct, mais ça va vraiment. La meilleure mise à jour et la meilleure donnée, ça sera celle que vous allez récupérer vous-même en récupérant et en appelant vos prospects notamment. Ouais, exactement. Justement, les modifications des données sur HubSpot, on peut avoir le détail et la date à laquelle ça a été modifié. Le seul problème avec cette chose-là sur HubSpot, c'est qu'on peut pas l'avoir en gros. C'est vraiment que du détail au cas par cas. Donc, c'est un petit peu difficile de savoir si la donnée Faro est plus récente que la donnée HubSpot directement, enfin, notamment en masse. Mais ça permet déjà de voir les précisions, etc. Et faut toujours sensibiliser les sales, comme disait Flavien, mais on y reviendra plus tard. Du coup, pour mettre un peu de visuel sur ce qu'on vient de dire, on va passer en live et on va vous montrer avec Félix, comment on peut faire, du coup, pour faire du matching, pour faire de l'import, pour regarder un peu ce qui se passe au niveau synchronisation. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si tout est OK. Check. Hop. Non, il y a l'écran qui est en ligne. Vous voyez bien l'écran? Trop bien. Donc, pour parler du coup du matching, vous pouvez le faire très simplement sur Faro, sur la partie intégration. Vous allez du coup ici sur la partie CRM et vous avez ici l'intégration HubSpot. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, la connexion et l'intégration se fait très facilement. Il y a clé d'accès HubSpot. Vous pouvez la faire. Vous appuyez du coup sur connecter. Quand vous n'êtes pas connecté, vous rentrez vos identifiants HubSpot et en quelques secondes, du coup, l'intégration se fait. Et la synchronisation commence dès la nuit prochaine que l'intégration a été faite. Elle n'est pas immédiate, il faut attendre 24 heures pour que la synchronisation avec votre CRM se fait. Une fois que vous avez fait cette intégration, ici, vous allez pouvoir cliquer sur modifier le paramétrage et c'est là-dessus que le matching arrive. Donc, Félix, ce que tu nous disais, c'était que toi, tu regardais vraiment tous les champs et tu allais pas mal sur les champs avancés aussi, c'est ça? Ouais, carrément. Il y a une question qui te demande de zoomer. Ouais, si c'est possible. Hop. Ouais. Là, ça devrait être un peu mieux. Ouais, vous allez carrément. me dire, Carole, si c'est mieux. Hop. Du coup, ici, si on va sur le paramétrage, vous allez voir en fait que vous allez retrouver différents champs. Il y a des champs qui vont être obligatoires au niveau du paramétrage, qui vont permettre tout simplement de faire la synchronisation entre Faro et HubSpot, savoir ce que vous avez déjà dans HubSpot et ce que vous poussez de Faro à HubSpot pour que vous le retrouvez. Et puis, il y aura tout ce qui va être partie avancée ici, que vous pouvez retrouver. Et là, c'est là qu'on parlait de champs. Vous allez pouvoir choisir, du coup, si vous souhaitez choisir un nouveau champ, écraser un champ existant et quelles données vous voulez pousser. Notamment le cas de l'effectif, il y a un workflow aussi qu'on vous montrera après, mais que Félix parlait, où ça va dépendre vraiment de quelles données vous souhaitez, parce que Faro propose plusieurs types de données. Ouais, carrément. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que dans les petits points d'interrogation en bleu, là, sur chaque petit effectif ou des choses comme ça explique, je ne sais pas si vous le voyez, vous, ça explique d'où est récupérée l'information. Donc, si c'est sur LinkedIn, si c'est directement sur Société Info ou des choses comme ça. Et du coup, ça va permettre de pouvoir hiérarchiser aussi ces informations-là. Moi, je sais que les informations directement que j'ai sur société.com seront plus réelles que celles sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, on n'a pas forcément directement l'information la plus précise. Du coup, je commence par les informations corrigées, et puis après, je prends le nombre d'employés sur LinkedIn si jamais je n'ai pas la tranche d'effectifs corrigée. Ouais. Très intéressant pour vous montrer du coup comment fonctionne l'import du coup HubSpot et l'export surtout de la donnée Faro sur HubSpot. Quand on a fait l'intégration, un exemple, si par exemple je voudrais moi me pousser du coup dans mon CRM, hop, je tape mon nom ici directement dans Faro, j'arrive du coup sur mon profil et là je veux tout simplement pousser du coup mon profil dans HubSpot pour pouvoir derrière l'envoyer à mes sales pour me prospecter. Donc, je peux cliquer directement sur « Ajouter le prospect à une liste ». Et une fois qu'il est dans la liste, je vais pouvoir ici cliquer sur « Ajouter à HubSpot ». Là, je n'ai pas lancé l'enrichissement. Je peux lancer l'enrichissement aussi, mais je peux directement ici l'ajouter à HubSpot. Et vous allez voir que le prospect
et dans HubSpot immédiatement. Si je clique du coup sur la petite fiche HubSpot ici, je vais retrouver directement mon prospect dans HubSpot avec toutes les informations ici que Faro a poussées sur le contact. Du coup, sur Flammarion Lego, les infos que Faro a poussées, vous voyez bien, c'est bien notifié. Là, on a changé un peu la vue pour que vous puissiez voir directement du coup les infos poussées par Faro. Et pareil, au niveau de l'entreprise, vous allez retrouver directement toutes les infos que Faro a et que vous allez mapper surtout, que vous avez matché préalablement. Ça, c'est intéressant. Et Yes. j'avais Alors, une il faut question pour savoir que toi. là, c'est vraiment. Pardon, vas-y, Félix, ouais. Ouais, je disais, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les informations qui sont directement ici, c'est vraiment les informations qui sont sorties depuis Faro. Donc, c'est pas du tout ce qui sort après des workflows et après des choses directement par rapport à des automatisations qui sont mises en place sur HubSpot. C'est vraiment les informations que Faro ressort. Et toi, par exemple, toi qui utilises beaucoup du coup l'intégration FaroSpot, quelles sont les données ou les intents que tu vas utiliser, que tu vas pousser notamment toi pour tes sales, pour qu'ils puissent faciliter leur prospection ou l'approche qu'ils ont envers du coup vers les prospects? Alors, c'est vrai que Faro, ils ont pas mal vous avez pas mal de filtres magiques qui sont vraiment très cool, notamment les tailles d'entreprise, donc les effectifs grandissants sur les pôles. Donc, il y a on peut dire, par exemple, l'entreprise a le pôle marketing qui est en train de se développer. On peut savoir aussi les prises de poste récentes, donc des gens qui sont arrivés il y a moins de 9 mois dans l'entreprise. Il y a aussi tout ce qui va être dynamique sur des levées de fonds ou des choses comme ça. Mais moi, ce que j'utilise vraiment, c'est les prises de poste et les croissances de certains pôles, donc les pôles qui nous intéressent de notre côté, nous. Parce qu'en fait, Ok, c'est vraiment une intent qui nous dit, en fait, si cette personne-là vient d'arriver, peut-être qu'elle a un projet de mettre en avant un nouveau logiciel ou de changer toute la stratégie ou des choses comme ça, quoi. ouais, c'est vrai que c'est très intéressant et notamment c'est vrai qu'on peut filtrer sur les prospects qui ont une prise de poste récente et ensuite directement le mapper, le pousser dans le spot. Comme ça, vos sales le savent directement que c'est des prospects qui viennent d'arriver dans l'entreprise. Donc, on se rend des nouveaux enjeux. En tout cas, c'est plus facile d'implémenter un outil quand quelqu'un arrive et qui va implémenter une méthodologie. Carrément. Il y a une très bonne question de Julien aussi qui dit je mappe absolument tout sauf peut-être l'entreprise de droit étranger. Quel est l'intérêt de ne pas mapper la globalité? C'est vrai que plus il y a de data, mieux c'est. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu l'habitude de me dire que faut pas non plus nous noyer d'informations. Donc, on essaye de prendre vraiment l'essentiel. Le plus important, c'est d'avoir vraiment le plus de data. Comme tu dis, c'est vrai que c'est super important. Mais en même temps, des fois, moi, mes sales n'ont pas forcément besoin d'avoir toutes ces informations-là. Donc, je prends vraiment le plus important et après, mes automatismes me permettent d'avoir vraiment tout ce dont j'ai besoin. Après, c'est vraiment deux écoles. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises pratiques à ce niveau-là. C'est plus en fonction de est-ce que ça pose problème d'avoir énormément de champs directement dans HubSpot ou non. Ok, très, très intéressant. Il y a d'autres questions, mais on va avancer un petit peu, puis on va y répondre aussi, parce qu'il y en a pas mal qu'on va répondre aussi en faisant ce Ouais. webinaire-là. De toute façon, quoi qu'il arrive, on les gardera tous après pour la fin. Du coup, la deuxième partie, une fois que tu as bien mappé, que tu as poussé du côté données dans le spot, c'est comment dédoublonner et garder à jour son CRM dans le temps. Donc, comment tu fais Yes. toi, Félix? Carrément. Du coup, il y a pas mal de solutions. Donc, moi, ce que j'utilise beaucoup, notamment depuis qu'on utilise Faro, ça va être vraiment le nom de domaine et le SIRET et Sirène qui va nous permettre d'avoir toutes les informations. Et une fois que en fait, l'entreprise est directement dans Faro et intégrée à HubSpot directement, on a aussi un ID Faro qui va nous permettre de ne plus avoir ces doublons. Alors qu'avant, moi, j'utilisais vraiment beaucoup de choses en termes je faisais beaucoup de recherches V sur Excel, des choses qui sont vraiment beaucoup plus longues. Donc, c'est vrai que quand vous commencez à avoir pas mal de, quand vous commencez à avoir pas mal de contacts et que vous commencez à utiliser Faro, vous aurez sûrement des doublons parce qu'il peut y avoir des choses qui sont pas enrichies. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. Par exemple, des entreprises qui n'avaient pas de nom de domaine ou des choses comme ça dans HubSpot. Et au final, quand on a commencé à faire des enrichissements Faro, on s'est retrouvé avec pas mal de doublons. Mais ça va être le début et ça fait un petit peu partie du jeu à chaque fois qu'on utilise une nouvelle solution ou qu'on n'enrichit pas bien notre CRM. Mais ensuite, avec tout ce qui va être nom de domaine, Siret, Sirène etc., ça va vraiment vous permettre de tout dédoublonner et de vous assurer que vous avez la donnée la plus à jour. Et de même pour les contacts, moi, ce que j'utilise
comme champ pivot, ça va vraiment être l'email aussi du côté du contact. Et après, directement dans Faro, comme vous voyez sur le côté droit de la slide, il y a tout ce qui va être filtre de prospection qui va pouvoir vous dire je veux uniquement les entreprises qui ne sont pas dans HubSpot ou uniquement les contacts qui ne sont pas dans HubSpot avec des entreprises déjà dans HubSpot, par exemple. Donc, ça vous permet de vous préparer des filtres pour savoir si vous voulez enrichir des entreprises déjà dans HubSpot ou si vous voulez enrichir des nouvelles entreprises qui n'ont jamais été dans HubSpot ou des choses comme ça. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir ce double jeu, donc que ce soit dédoublonnage et enrichissement d'entreprises nouvelles ou qui sont déjà existantes, quoi. Ouais, très intéressant. Toi, tu pars du coup du principe, toi, si je récapitule, Félix, d'abord, du coup, le CRM à jour, je le développe le maximum. Et ensuite, quand je suis dans Faro, j'essaie d'écarter les prospects qui sont dans le spot pour pas les repousser derrière et garder le CRM à jour. C'est ça, oui. Exactement. Après, justement, en fait, s'il y a une donnée qui est mise à jour, par exemple la taille d'entreprise, s'il y a une donnée qui n'est pas exactement la même, ça va se mettre à jour si je le repousse. Par contre, si je le repousse pas, ça se mettra pas à jour. Si l'entreprise a évolué en taille ou des choses comme ça, il faut que je le repousse dans HubSpot. Ok. Et du coup, comment toi tu mets à jour ton CRM? Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu checkes pour vérifier que la donnée, notamment entreprise et contact, soit à jour? Yes, justement, pour répondre à la question de Julien, donc c'est vrai que ça se met pas automatiquement à jour du côté de Faro, mais en même temps, les outils qui permettent ça, c'est des outils qui sont intégrés et qui coûtent vraiment énormément d'argent. C'est vraiment beaucoup plus cher. Ça fonctionne bien et ça se met beaucoup plus, ça se met de manière automatique, mais c'est pas du tout le même budget. Donc c'est vrai que du coup, c'est un petit peu le parti pris, mais il y a des manières, des gymnastiques à avoir pour pouvoir mettre à jour ce que vous voulez, en fait. Par exemple, imaginons que vous ne cibliez que les entreprises de plus de 200 salariés. Et ben, toutes les entreprises qui sont à moins de 200 salariés depuis plus de 2 ans, vous les repassez dans Faro et puis après, vous mettez vos filtres. Exemple, vos filtres de est-ce que la boîte fait plus de 200 salariés? Et du coup, là, vous retrouvez les entreprises qui ont changé de taille et qui sont du coup dans votre cible et vous pouvez les réajuster. Il peut y avoir aussi des changements de poste, donc des gens qui passent de responsable marketing à directeur marketing, par exemple. Ça peut être remarqué aussi, notamment parce que des fois, le contact est dans HubSpot, mais on propose quand même de le mettre à jour depuis Faro. Donc, voilà. Et les secteurs d'activité pas à jour, c'est si, par exemple, dans un ancien apport, dans un ancien outil que vous utilisiez, le secteur d'activité n'était pas forcément le bon, et ben, c'est toujours intéressant de regarder lequel est le meilleur et de remettre tout ça à jour. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de mise à jour automatique, mais il y a plein de petites solutions qui permettent de mettre à jour au moins ce qui vous permet de préparer vos cibles, en fait. Préparer vos cibles et d'affiner vos ICP, ouais. Ouais, je parle notamment de Captain Data ou Drop Contact au niveau des mises à jour automatiques, ouais. Mais c'est des choses c'est des outils qui sont un petit peu plus onéreux, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et que tu m'avais partagé quand on préparait ce webinaire, Félix. C'est vrai que souvent, quand on met un peu cette stratégie de prospection, on connaît à peu près notre taille de marché adressable. On va du coup mapper les comptes et commencer du coup à enrichir notre CRM là-dessus. Mais en fait, on ne se rend pas compte. Et ce que Félix fait et que je trouve très intelligent, c'est de dire en fait, les entreprises, elles évoluent. C'est-à-dire que les entreprises qui, il y a 2 ans, n'étaient pas dans mon marché et n'étaient pas dans mon ICP, ben, il y aura peut-être 5, 10, 15% d'entreprises qui vont rentrer dedans parce qu'elles ont évolué. Et du coup, exporter son CRM, l'importer dans Faro, vérifier l'évolution des entreprises et réimporter du coup celles qui sont intéressantes maintenant. Mais ça permet en fait de trouver des nouveaux prospects plutôt que de réadresser son marché que l'on a déjà connu parce que les entreprises évoluent en même temps. Ouais, exactement. Et bon, je pense que tout le monde le sait, mais c'est vrai que la profondeur de marché n'est pas illimitée dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que c'est aussi important d'exploiter au maximum l'existant pour pas juste se retrouver avec plus aucune entreprise à cibler, quoi. Ouais. Et quelles sont les solutions du coup pour bien mettre à jour son CRM? En tout cas, quelles sont leurs organisations, toi, que tu préconises? Ouais. Alors, déjà, pour identifier des changements de poste ou des changements d'entreprise, il faut savoir que Faro ne va pas supprimer l'entreprise associée. Donc, imaginons que moi, je suis chez Empowheel et je passe chez Faro, je serai attribué à Empowheel et à Faro directement dans HubSpot.
Donc, on peut créer des tableaux de bord et des dashboards qui vont nous dire, vous avez tant de contacts qui sont associés à plus de deux entreprises, enfin, à deux entreprises ou plus, pardon. Et ça va vous permettre, du coup, d'identifier toutes les personnes qui ont changé d'entreprise. Ensuite, il suffit de faire une recherche LinkedIn rapide pour pouvoir mettre tout ça à jour et de dissocier, les entreprises qui ne sont plus les bonnes. Comme je disais, c'est pour vérifier régulièrement les tailles et les secteurs d'activité. Justement, le fait de vraiment essayer de remettre à jour les entreprises qui sont plus qui sont pas dans notre cible pour savoir si elles sont dans notre cible actuellement. Et moi, ce que je fais, donc ça, c'est vraiment quelque chose parce qu'on a cette manière de travailler. C'est nous, on utilise vraiment que des contacts qui ont des emails et des téléphones. Donc, je vais aussi pousser les informations de la qualification de l'email, donc si c'est un catch-all ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est pour nous, un contact qui n'a pas d'email ou pas de numéro de téléphone, c'est pas un contact atteignable, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, je garde dans mes listes les contacts qui n'ont pas de numéro de téléphone ou pas d'email pour pouvoir essayer de les rechercher en fait à chaque fois. Parce que ça n'utilise pas forcément de crédit. À partir du moment où on ne trouve pas l'information, ça n'utilise pas de crédit. Donc je continue à le faire de manière générale jusqu'à ce qu'on le trouve, quoi. Si ça se trouve, d'ici 6 mois, on va retrouver un email ou un numéro de téléphone. Ouais. Et aussi, ça, on va avoir un gros sujet aussi à la fin du webinaire sur sensibiliser les sales à supprimer les contacts qui sont pas OK parce que nous, on peut tout mettre à jour, etc., mais on n'a pas non plus le nez dans chaque entreprise, chaque contact, etc. Et donc, si jamais un sales appelle un contact qui dit qu'il n'est plus dans cette entreprise, il faut les sensibiliser à bien dissocier l'entreprise, essayer de trouver la nouvelle entreprise parce que des contacts orphelins aussi, c'est vraiment un coup à ce que ce soit juste des contacts dormants, alors que ça peut être vraiment important de les recontacter en fait. Et ce que j'ai ajouté, donc un petit tips, c'est ce que j'ai ajouté pour les sales, c'est du côté des entreprises, ils ont un statut de lead besoin d'enrichissement. Et donc, c'est une propriété conditionnelle. Donc, quand ils mettent l'entreprise en besoin d'enrichissement, il va y avoir une information qui va remonter en lui disant, OK, tu as mis cette entreprise-là en besoin d'enrichissement. Maintenant, quel type d'enrichissement tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un numéro de téléphone sur un contact? Est-ce que tu as besoin d'un contact dans un pôle particulier? Est-ce que tu as besoin d'une ligne directe, d'un email, ou est-ce que tu as besoin d'une autre personne ou des choses comme ça? Et du coup, ça répond un petit peu à ta question, Julien. Moi, je préconise souvent de travailler sur l'entreprise. Je trouve ça plus simple, notamment pour éviter la cannibalisation, parce que des sales qui contactent les mêmes entreprises, etc., après, pour l'attribution des démos ou des rendez-vous, c'est un petit peu compliqué. Et après, c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de travail d'harmonisation. Nous, on a beaucoup travaillé sur l'harmonisation entre le contact et l'entreprise, parce que du côté du marketing, évidemment, on va beaucoup plus travailler du côté du contact. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne harmonisation et les bons workflows qui vont tout mettre à jour, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et même pour l'attribution des leads, c'est beaucoup plus simple aussi, quoi. Ok, très intéressant. Mais tu as parlé du coup de workflow. Une fois du coup que vous avez fait ça, que vous avez mis à jour, mais comment tu crées des workflows pour aller plus loin et à quoi ça va te servir? Et des exemples surtout de workflow que Félix utilise pour pouvoir du coup ensuite retravailler sa donnée une fois qu'elle est dans le spot. Premier Yes, workflow carrément. sur les tranches effectifs. Ouais. Du coup, juste pour info, au cas où certains n'étaient pas au courant, le workflow, donc c'est vraiment des choses qui permettent de créer des automatismes en fonction de certains critères. Donc, moi, je pars notamment, par exemple, là, on prend l'exemple des tranches d'effectifs. Donc, il faut savoir que nous, chez Empowheel, on n'a pas exactement les mêmes tranches que chez Faro. Et on utilise les tailles exactes et les tranches de chez Faro. Du coup, j'ai pris les tranches d'effectifs depuis Faro. Et je me suis dit, bon, si l'entreprise elle fait partie de cette tranche-là chez Faro, alors la mettre dans cette tranche-là chez Empowheel. Et donc, j'ai mis un screen pour que ce soit un petit peu plus clair. Et donc, il y a des petites techniques aussi, par exemple, parce que là, comme vous voyez, j'ai pas noté de 100 à 200 à la main, 101, 102, 103, 104, 105. L'idée, c'est que depuis ChatGPT, vous pouvez demander directement de faire des remises à la ligne ou des points-virgules pour que, en fait, ChatGPT vous paramètre directement la mise en page pour que vous n'ayez pas à recopier tout un à un. Parce que c'est vrai que c'est archi compliqué, c'est archi long, mais ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus exhaustif
Et si par exemple votre solution est vendue, en fait le prix de la solution dépend de la tranche d'effectifs, vous pouvez l'adapter aussi justement en fonction de votre solution et aussi vraiment personnaliser tout ça. Deuxième workflow, les familles de fonctions. Yes. Donc pareil à ce niveau-là, donc souvent les intitulés de post Pharos sont récupérés sur LinkedIn. Si par exemple, ouais, on va prendre la famille marketing, Head of Growth, il y aura des Head of Growth, Head of Marketing, Head of Communication ou des choses comme ça. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment avoir des familles de métiers et, enfin des familles de départements, et puis ensuite des familles de métiers un petit peu plus précises. Donc, imaginons que vous, votre cible, ça va vraiment être dans le département sales. Donc, vous aurez une famille SDR, une famille AE, une famille AM ou des choses comme ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir vraiment le détail de votre département et puis ensuite avoir les autres fonctions, parce que si c'est pas forcément dans votre cible, c'est pas forcément le pratique, c'est pas forcément utile d'aller super loin dans le détail de qu'est-ce que c'est son poste. Mais ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que comme sur LinkedIn, tout le monde donne un intitulé de poste un petit peu différent. Si je prends par exemple les DRH, il va y avoir des Head of HR, Head of HR, il va y avoir des directeurs des ressources humaines, des Human Resource Directors ou des choses comme ça. Et l'objectif, c'est de trouver un maximum de termes et d'intitulés pour pouvoir créer des familles à ce niveau-là. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui se fait au long terme parce que vous n'allez pas tous les trouver et vous n'allez pas faire chercher tous les intitulés à la main, etc. Mais progressivement, vous allez réussir à créer donc ce type de workflow. Là, j'ai par exemple pris l'exemple du CEO DG. Donc là, on a CEO, DG, directeur général, fondateur, co-founder, etc. Et j'ai exclu aussi tout ce qui va être adjoint, délégué, achat, administration ou des choses comme ça. Parce que sinon, s'il y a quelqu'un qui est directeur des finances, il serait passé dans la branche DG, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, il y a plein de petits trucs à prendre en compte, le fait de supprimer certains mots-clés, de faire en sorte que certains soient intégrés aussi. Et moi, j'ai une routine où je repasse régulièrement dessus pour m'assurer que déjà la majorité de mes contacts aient une famille de métiers au-delà de l'intitulé de poste, pour que justement, en fait, moi, en fait, c'est surtout pour mes filtres, pour quand je les transmets aux commerciaux. En fait, si j'ai pas le secteur cible que je veux, je vais juste le réenrichir en fait. On peut peut-être zoomer un petit peu, mais c'est vrai que c'est un screen, je crois. Ouais, je pense qu'on peut pas zoomer là plus là-dessus. Mais après, de toute façon, on pourra vous l'envoyer et vous pourrez zoomer du coup à votre guise sur la presse. On vous l'enverra après quoi qu'il arrive. Ouais. Ah oui, Théo, très bonne pratique aussi sur Excel pour remapper et reformuler toutes les mises à jour et les chiffres. Ça va être de faire directement sur Excel en mettant les datas en colonne A et les virgules en colonne B et de copier-coller. C'est vrai que ça fonctionne aussi. Plutôt que passer sur ChatGPT, c'est peut-être aussi simple. Quatrième point, du coup, comment tu formes tes équipes sur HubSpot et quelles sont les bonnes pratiques pour former ces équipes et que tout le monde travaille le plus facilement possible, surtout de façon plus proactive sur HubSpot. Yes. Alors ça, c'est vraiment un gros point parce que, comme on disait, c'est vraiment la base d'entrée de toute la donnée. Et donc, c'est la base d'entrée et en plus, c'est vraiment interconnecté avec tous les workflows. Déjà, il peut y avoir des choses qui se rentrent dedans, etc. Il peut y avoir des personnes qui ont besoin de certaines informations et d'autres pas du tout, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment tout prendre en compte et notamment s'adapter à la seniorité des équipes, notamment si vous avez des alternants ou des choses comme ça, des stagiaires, il faut vraiment expliquer depuis le début qu'est-ce que c'est un CRM, comment ça fonctionne. L'idée, c'est que ce soit vraiment clair et simple, il ne faut pas aller trop dans le détail. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt créer des ateliers et animer des ateliers régulièrement et des ateliers pas trop longs. Si ça dépasse 30 minutes de présentation ou de choses comme ça va être trop complexe. Donc, moi, j'ai souvent un premier atelier sur vraiment les bases d'un CRM, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait et qui est impacté. Ensuite, on va parler un petit peu du cold mailing, donc au-delà du CRM, plus des choses sur le mailing. Ensuite, on va parler au SDR de l'impact de leurs données, donc le fait de comment fonctionnent les workflows de manière générale, donc pour qu'ils se rendent compte que si dans la taille exacte, ils écrivent
ils sont 50, je crois. Ça ne va pas renseigner la tranche de salariés, par exemple. Ou pareil sur la civilité, s'ils écrivent Madame, je crois, il y aura écrit ça dans ses emails. Donc, c'est des choses comme ça. Si on ne le sait pas, en fait, pour nous, ça paraît vraiment simple à comprendre, mais certains ne le savent pas et c'est normal, en fait, parce qu'ils n'ont pas du tout le même boulot que nous. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte et essayer vraiment d'adapter aussi les informations en fonction du public, quoi. On ne va pas donner les mêmes informations à des CSM qu'à des AE, qu'à des SDR, qu'à du marketing ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est super important. Et il faut aussi déjà toujours être à jour sur les évolutions du CRM, que ce soit les évolutions sur les bêtas publics ou des choses comme ça, ou sur vous, ce que vous avez décidé en termes de stratégie. Si par exemple, vous avez changé toutes les tranches ou alors vous avez changé toutes les manières d'attribuer des leads ou plein de choses comme ça, c'est vrai qu'il faut que les gens soient au courant parce que s'ils ne sont pas au courant, les nouvelles mises à jour ne seront pas prises en compte, quoi. Et enfin, pour terminer, ce que je disais, c'est vraiment former par étapes et essayer de vraiment juste donner l'essentiel, pas aller trop loin dès le début. Notamment, moi, du coup, comme je disais, ça fait un petit peu moins d'1 an que je suis chez Empowheel et c'était une grosse problématique au début. J'avais un petit peu l'impression que ce que j'expliquais, c'était vraiment clair et simple. Mais en fait, c'est parce que moi, j'ai la tête dans HubSpot tous les jours. Mais les sales n'ont pas du tout le même boulot que moi et ils n'ont pas du tout le temps de pousser et de creuser autant HubSpot que moi. Donc, les choses qui semblent vraiment basiques pour moi, c'est pas du tout le cas pour eux. Et inversement, en fait, la manière de travailler des sales, c'est pas du tout basique pour moi ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment comprendre le besoin et la manière de travailler des personnes avec qui vous allez faire les ateliers pour pouvoir adapter au maximum vos ateliers et que ce soit le plus clair possible, quoi. Et pour pas qu'ils soient perdus, ouais. Est-ce que vous utilisez Copilot dans HubSpot? Moi, de mon côté, pas forcément. On commence à s'intéresser un petit peu à Breeze, ce qu'ils font directement chez HubSpot. On commence à s'y intéresser. Après, je trouve que c'est encore un petit peu sommaire, donc faut que je continue à creuser, à travailler tout ça. Mais c'est vrai que je me suis pas forcément full focus dessus, j'avoue. Pour mettre du contexte, qu'est-ce que Copilot sur HubSpot, Félix? Comment? Pour mettre du contexte, Copilot, c'est quoi? C'est une fonctionnalité d'HubSpot? En fait, moi, j'utilise vraiment Breeze. Copilot, je pense que c'est un petit peu la même chose, mais c'est le côté IA de chez HubSpot. Donc, c'est vraiment Okay. un assistant virtuel, comme si on avait un chat GPT en fait dans HubSpot. Mais Okay. j'avoue que j'ai plus l'habitude de mes prompts GPT. Du coup, je reste un petit peu plus sur GPT pour l'instant, mais il faudrait que je gagnerais sûrement du temps à aller sur Breeze ou Copilot. Ouais, j'avoue. Il faudrait juste que je me focus et que je prenne un peu le temps d'y aller. Trop cool. Dernier point, Nico, qu'on voit sur ce webinaire, c'est vraiment sur la collaboration sales marketing. Quelles sont les questions qui reviennent souvent quand on utilise du coup les CRM ensemble et comment du coup facilement aussi y répondre et avoir une collaboration qui se passe du mieux possible pour l'entreprise. Donc, on a répertorié 5 grosses questions que Félix a eu régulièrement ou en tout cas voit arriver. Après, vous avez sûrement d'autres. Du coup, n'hésitez pas aussi à nous les partager si vous avez d'autres questions ou d'autres problématiques qui reviennent sur cette collaboration. Ouais, carrément. Donc déjà pour commencer, moi je trouve vraiment que l'alignement marketing sales c'est le plus important, notamment parce que en tant que growth, c'est nous qui nous occupons souvent de l'attribution des leads et de la gestion du pipe des SDR et même côté CSM ou des choses comme ça. Donc c'est super important d'être vraiment aligné et de comprendre les besoins. Et donc c'est les questions qu'on nous pose ou les petites contre-indications ou les petits arguments comme ça. Faut pas les prendre sur la défensive. Faut déjà essayer de comprendre pourquoi et de savoir s'il y a des manières de le refaire. Mais il y a aussi évidemment des choses à leur redire. C'est pas tout le temps à nous de nous remettre en question. Donc par exemple, pour commencer, j'ai pas assez de leads. Il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir vraiment par exemple, la question de comment tu gères ton pipe. Est-ce que tu es t'es assez insistant sur les leads, des choses comme ça? Parce que par exemple, nous, on a des statuts de lead bad timing et je me rends compte que des fois, avant qu'on en parle et qu'on sensibilise les gens sur vraiment être un petit peu plus insistant, le côté bad timing, c'était vraiment utilisé au bout de 5 touch points ou des choses comme ça. Quand on appelle 5 fois, on le met directement en bad timing, mais il faut essayer d'insister un petit peu plus parce que, comme on disait, le pipe n'est pas infini non plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et
il faut aussi expliquer qu'on ne peut pas donner 500 leads à une personne et 50 à l'autre. Donc, il faut que ce soit aussi équitable et que ce soit quelque chose de routinier de votre côté. Il ne faut pas que dès que quelqu'un vous demande des leads, vous passiez une demi-heure à le faire directement et que ça vous défocus sur vos autres tâches. Donc, le plus important déjà pour vous, c'est de vous trouver des routines d'attribution, trouver comment vous le faites, etc. Que ce soit par rapport à des manières de bosser ou des choses comme ça. Ensuite, là, c'est le bordel dans mon pipe. Ça, c'est vrai que c'est une grosse question. Et déjà, il faut du coup essayer de voir comment ils travaillent dans leur pipe, comment ils utilisent leurs différents statuts de lead, etc. Et aussi, du coup, retravailler tout ce qui va être formation et atelier sur la gestion du pipe, les différents statuts de lead, les différentes phases de cycle de vie, si c'est ça que vous utilisez, et leur donner vraiment des angles simples, en fait, en se disant OK, ce critère-là définit que c'est une entreprise tiède, ce critère-là définit que c'est une entreprise qui est lost, ce critère-là définit que c'est du bad timing, etc. Pour que ce soit vraiment clair et que les différentes gestions de pipe soient pas, qu'il n'y ait pas trop de différence entre chaque SDR et que ce soit vraiment beaucoup plus clair pour tout le monde, quoi. Mes leads ne sont pas enrichis ou les infos sont erronées. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait pas mal et qu'on a pas mal. Beaucoup moins depuis qu'on a Faro et qu'on enrichit vraiment beaucoup plus au quotidien. Mais moi, ce que j'utilise vraiment et ce que je dis vraiment, c'est que, comme disait Flavien, c'est que les informations que les SDR auront au téléphone ou que vos commerciaux auront au téléphone, elles seront toujours plus intéressantes et plus actuelles que ceux qu'il y a directement dans le CRM, parce que en fait, les informations automatiques, que ce soit les tailles d'entreprise, des fois, il peut y avoir des chiffres d'affaires qui datent de 2021 parce que le bilan n'a pas été remis à jour ou des choses comme ça. Et ça, en fait, on n'y peut rien et on ne va pas aller au cas par cas. Si vous distribuez 300 leads et que 300 leads par SDR par semaine et que vous avez 8 SDR, vous n'allez pas vérifier tout ça toutes les semaines, quoi. Donc, il faut vraiment les sensibiliser sur le fait de eux mettre à jour la donnée et de se dire que c'est normal s'il y a des infos qui sont erronées ou si, par exemple, il y a des contacts qui ont changé d'entreprise, etc. On essaye de faire le maximum et on essaye de toujours mettre tout à jour, mais on ne peut pas tout faire non plus. Il y a aussi pas mal de problématiques sur les AE qui ne convertissent pas mes démos ou des choses comme ça. Je pense que ça, c'est quelque chose des deux côtés et il faut vraiment essayer de poser des questions, de vraiment comprendre pourquoi ils disent ça. Et de l'autre côté aussi, comprendre pourquoi les démos des AE ne convertissent pas. Donc d'un côté, moi, je pose vraiment beaucoup la question, est-ce que tu fais vraiment une bonne pré-qualif? Est-ce que toutes les informations que tu as quand tu bookes la démo, est-ce que tu as tout ce que tu as? Enfin, est-ce que tu as toutes les informations? Est-ce que tu confies, enfin, ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu donnes vraiment le maximum d'informations pour avoir la meilleure démo possible? Et après, côté des AE, c'est si jamais la démo n'est pas intéressante ou des choses comme ça, est-ce que tu les transmets bien, toutes les informations? C'est vraiment des problèmes de communication dans ces moments-là. Ou alors, en fait, si c'est pas un problème de communication, c'est un problème de qualification ou de ciblage, en fait, parce que certains SDR se rendent pas compte que cette démo-là n'a pas d'intérêt parce que en fait, les gens n'ont pas de projet ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment communiquer pour essayer de comprendre et faire retomber toutes les informations. Et pour finir, le pipe d'un tel est mieux que le mien. Ça, c'est vraiment une grosse problématique et c'est quelque chose, si vous ne l'avez jamais eu, c'est vraiment, vous avez de la chance. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer parce que il faut vraiment proposer un maximum d'équité. Moi, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment des informations. Donc, je prends en compte si j'ai une ligne directe sur l'entreprise, si j'ai un poste clé, et j'ai un système de scoring, donc de top tier, tier 1, tier 2, tier 3. Et donc, à chaque fois que je fais mes attributions, je vais donner autant de tier 1, autant de tier 2, autant de tier 3 à chaque lead, enfin à chaque sales, pardon. Et pareil, autant d'entreprises avec des lignes directes, autant d'entreprises avec la fonction clé, etc. Pour justement, en fait, qu'il n'y ait pas le problème d'équité et de pipe qui est meilleur que le mien. Parce que, en fait, du coup, si c'est ça la problématique, en fait, on peut prouver qu'en fait, on a mis en place un système d'équité qui fait que vous avez donné les mêmes types de leads. Et en fait, si le pipe est mieux, c'est soit parce qu'un des sales convertit mieux,
ou juste parce que c'est une question de chance, il a appelé au bon moment, il y a eu des bonnes méthodes ou des choses comme ça, ouais. Super Ouais, intéressant. On il y a a pas plein mal de questions, de ouais. questions sur Ouais, le chat. carrément. Théo, je crois qu'il parlait de l'utilisation de la feature IA pour permettre du coup notamment des résumés d'historique d'un compte au moment d'une passation qu'il utilise. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais, carrément. C'est vrai que ça, j'ai vu passer ça sur quelques posts LinkedIn. Fallait que je m'y penche, mais j'avoue que j'ai pas trop pris le temps. Mais ça a l'air pas mal intéressant quand même sur les nouvelles features. Une question de Julien. Comment est-ce que tu gères les raisons to close sur HubSpot dans le cycle de vie, statut de lead ou propriété autre? Les reasons to close, c'est-à-dire c'est les raisons pour fermer, enfin pour dire qu'un lead n'est pas intéressant ou des choses comme ça, ou pour dire par exemple quand un deal n'est pas, quand un deal est lost, mettre une raison de deal lost. Ouais, on a bien un Je tout sais pas. petit peu plus d'informations, Julien, là-dessus. En attendant, il y a une question d'Alexandre qui est intéressante aussi. Qui fait la police sur le sujet, sur la qualification, le CRM manager, le head of sales? Ouais, alors ça justement, ça c'est une grosse question et il n'y a pas forcément de bonne solution. L'idée, c'est déjà de bien communiquer pour s'assurer de savoir qui le fait, qui s'en occupe. Nous, chez nous, c'est moi qui m'en occupe, mais on travaille beaucoup, que ce soit avec la head of marketing et le head of sales aussi, pour justement mettre tout ça en place. Et en fait, pour qu'on appuie aussi mes propos, parce que si je suis seul à le dire, personne va forcément se dire ah ouais, c'est vrai que c'est important. Alors que s'il y a le manager sales qui va m'appuyer, le manager marketing aussi qui va m'appuyer, ça va être beaucoup plus simple et ça va être beaucoup plus clair. On aura des exemples à donner. Donc ça, c'est vraiment des choses à mettre en place. Moi, j'ai mis des dashboards aussi en place, des dashboards automatiques qu'on envoie par mail toutes les fins de semaine en disant bon bah tel SDR a à tant d'entreprises sans lead, sans statut de lead, à tant d'entreprises sans contact depuis plus de 45 jours ou des choses comme ça. Mais voilà. Ok, très intéressant. Et du coup, avant de. Julien, pour répondre à sa question, c'est quand ton AE ou SDR déclare que l'entreprise est fermée ou perdue. Ouais. Ok. Alors, nous, on a créé des propriétés conditionnelles. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est sur HubSpot. En gros, ça permet de, si par exemple, le SDR va mettre entreprise perdue ou lost, ça va lui faire une pop-up en disant ok, tu as mis cette entreprise-là dans perdu. Merci de mettre un commentaire et de renseigner les raisons de perdu. Pourquoi ça a été perdu? Donc, on a déjà une propriété ou des choses comme ça. Mais on a une propriété avec des champs, du coup, des champs de base, par exemple, fonctionnalité manquante, pas intéressé, entreprise trop petite ou décision groupe ou des choses comme ça. Et ensuite, on peut demander de rajouter des notes ou des choses comme ça. Ouais. C'est ça Ok, exactement. Comme dit Timothée, on peut faire des zones de liste déroulante pour standardiser les raisons du close lost. Et vraiment, les propriétés conditionnelles, nous, on l'utilise de plus en plus, que ce soit sur les types de besoins d'enrichissement, les entreprises non exploitables, les entreprises lost ou des choses comme ça. Et en fait, pour pouvoir récupérer les informations, pour nous, c'est beaucoup plus simple. Et pour eux, en fait, ça se fait en un clic, parce que dès qu'ils mettent l'entreprise en non exploitable, par exemple, ils vont avoir directement la pop-up qui va arriver. Donc, je pense que si vous notez propriété conditionnelle, vous allez trouver directement. Mais sinon, je crois que c'est directement dans les paramètres des propriétés contact ou entreprise. Vous pouvez aller directement dans l'objet propriété conditionnelle. Ouais. très intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon n'hésitez pas, on a encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Sinon, c'est aussi du coup, si vous souhaitez bien entendu essayer Faro, si vous n'êtes pas client ou que vous n'avez jamais essayé, vous pouvez avoir 15 jours d'essai sur faro.com. Vous pouvez demander directement votre essai. Vous pouvez aussi regarder ce que fait ImpoWheel si notamment vous avez des sujets RH. C'est la bonne entreprise pour vous aider. Et si vous avez d'autres questions, que ce soit sur HubSpot, etc., mais Félix aussi reste disponible sur LinkedIn. N'hésitez pas à l'ajouter sur LinkedIn et à lui envoyer des questions. Je sais qu'il adore parler d'HubSpot, donc il sera content, je pense, de continuer la conversation aussi. Yes, carrément. Il y avait une autre question précédemment de Julien qui demandait est-ce que tu utilises des guides conversationnels ou des scripts pour maximiser la conversion des AE? Ça va vraiment être propre à chaque AE. On en avait beaucoup parlé, c'est vraiment une grosse question. Et nous, on l'utilise pas tant parce qu'en fait, le, le discours change en fonction
de chaque secteur d'activité, etc. Et en fait, nos AE connaissent très bien le discours. On l'a de manière générale pour avoir quelques guides conversationnels, etc. Mais en fait, on se retrouve vite dans une usine à gaz si on fait vraiment plein de guides en fonction de chaque secteur, chaque taille d'entreprise, etc. En fait, on le préfère l'avoir plutôt directement sur une fiche Notion ou quelque chose comme ça, qui vraiment le fait. Comme ça, les gens, quand ils font leur onboarding, ils ont toutes ces stratégies conversationnelles, etc. Mais on essaye de pas trop les noyer sur HubSpot à ces niveaux-là, ouais, pour avoir vraiment l'essentiel et les choses les plus importantes dans des scripts ou des choses comme ça, ouais. Ok. Il y a une question de Timothée, une question sur l'enrichissement des contacts entre email avec Faro, que faire? Mais déjà, on a sorti deux nouvelles intégrations avec Better Contact et Full Enrich qui permettent de l'enrichissement en cascade. Donc, ils vont interroger une vingtaine de providers pour essayer du coup de maximiser le taux d'enrichissement d'email. Ça vous rajoute entre 20 et 30% d'enrichissement supplémentaire. Donc, déjà, vous avez la possibilité déjà de travailler comme ça. Cherchez avec Drop Contact qui est intégré à Faro nativement et compris dans l'abonnement les emails. Si jamais l'email n'est pas trouvé, demandez à Full Enrich ou à Better Contact sur l'abonnement que vous choisissez de rechercher les emails. Et sinon, si on ne trouve pas l'email, tout simplement, on conseille toujours de toute façon de faire du multicanal. Donc, vous aurez toujours, c'est très très rare d'avoir un contact où vous n'avez pas d'email, pas de numéro de portable ou alors pas de numéro de standard et pas de profil LinkedIn. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours à 95% une de ces quatre données que vous pourrez utiliser dans votre prospection. Donc, en faisant du multicanal, vous aurez toujours soit le profil LinkedIn pour le rentrer dans une campagne LinkedIn, soit l'email s'il est trouvé, ou alors un numéro de téléphone si vous faites du call-call. Exactement. Et petit tips aussi, il y a pas mal d'outils gratuits qui proposent un nombre assez limité de crédits par mois, mais si vous l'installez sur tous vos SDR, ils peuvent directement enrichir eux-mêmes si jamais ils ne trouvent pas, et certains outils gratuits permettent d'avoir plus d'informations. Une question d'Alexandre, je reviens sur le dédoublage de la fonctionnalité native sur HubSpot, est-elle suffisante? En fait, ça va être toi qui va directement choisir les champs pivots. Donc, ça va dépendre de ce que tu prends en compte. Moi, j'utilise beaucoup le nom de domaine et le nom d'entreprise pour justement avoir le dédoublonnage. Après, tu peux aller un petit peu plus loin avec le SIRET si tu l'as. Mais il y a des fois des entreprises qui ne seront pas retrouvées. C'est vrai qu'il y a quelques petits use cases et quelques edge cases où il n'y aura pas forcément tout. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même plutôt satisfaisant. Surtout que nous, là, maintenant, on a le côté Ops de chez HubSpot, donc on peut dédoublonner en masse. Donc, c'est vrai qu'une fois que tu as bien mappé tes recherches pour le dédoublonnage, ça va être un petit peu plus précis, ouais. On a une question de Julien. Félix, est-ce que tu arrives à avoir un enrichissement email fiable à 100%, 0,4 sol, 0 bounce, mais avec 0 bounce, j'y arrive pas. Ça serait le rêve, hein. Mais Ouais, ça, ça serait trop bien. Mais non, j'aimerais beaucoup, mais justement, non, je pense que je pourrais même pas donner de pourcentage, mais ça dépend vraiment de l'outil que tu utilises et est-ce que tu parles vraiment du 0 catch-all, 0 bounce. Je pense que c'est vraiment très compliqué d'arriver à 100%. On arrive à avoir beaucoup d'emails fiables et on arrive aussi à juste intégrer les emails full fiables et ne pas intégrer les emails risqués ou des choses comme ça parce que ça nous sert à rien. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu la grosse problématique de tout le monde. Et en vrai, si vous pouvez utiliser Full Enrich aussi ou des choses comme ça, c'est directement intégré à Faro, l'enrichissement en cascade ou des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Mais le 100% n'existe pas. C'est comme on n'a jamais 100% de nos entreprises qui sont mises à jour sur HubSpot, quoi. Ouais. Et pour avoir des stats là-dessus, moi personnellement, quand on fait notre campagne d'outbound chez Faro, on utilise uniquement l'enrichissement Drop Contact et on écarte les catch-all simplement. Dès qu'il y a des catch-all, on les supprime de nos listes. Et sur les stats de septembre, je crois sur 2600 emails envoyés, il y a 98,5% de délivrabilité. Donc au niveau de la délivrabilité, voilà, si vous, franchement, vous n'utilisez pas les catch-all, vous aurez moins d'emails trouvés, mais de suite, vous n'avez pas de problème de délivrabilité dessus. Hein. Carrément. Il y a une question d'Alexandre sur le provider de Click-to-Call. Justement, nous, c'est un peu une question parce qu'on utilisait Ringover avant, qui était pas mal, mais on est passé sur Aircall. Et Aircall, c'est pas mal, mais il y a pas mal de
petites problématiques. Donc, on est en train de réfléchir. Il y a quelques bugs, il y a pas mal de choses aussi. Notamment, nous, on essaye beaucoup de travailler le nombre de calls to solid call. Et en fait, des fois, on n'arrive pas à renseigner le résultat de l'appel sur Aircall. Donc, ça, c'est un petit peu complexe. Mais donc là, on est vraiment en train de benchmark. Et j'ai entendu parler de Cloud Talk, il me semble. J'ai pas encore fait mon benchmark poussé à ce niveau-là, mais j'en ai entendu parler. Voilà, si ça peut t'aider en tout cas. Et Julien qui dit qu'il utilise on-off, il me semble. On-off, ok, je connais pas du tout. Moi, c'est vraiment, on vient de commencer le sujet, donc on n'a pas encore trop poussé les recherches. Ouais. Une petite question de Théo, vous avez combien de providers avec Faro? Alors de base, qui est compris dans l'abonnement, on a Drop Contact et Zero Bounce. Du coup, Drop Contact enrichissement et Zero Bounce pour la double vérification. Et ensuite, vous avez du coup des intégrations natives qui sont disponibles avec Casper, Full Enrich et Better Contact. Il faut un abonnement supplémentaire. Mais du coup, ces solutions, je ne connais pas exactement le nombre, enfin, notamment Full Enrich et Better Contact, le nombre de providers qu'ils utilisent, mais c'est entre 15 et 20 providers qui vont interroger pour essayer de récupérer les emails ou les numéros de téléphone. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, sinon, mais en tout cas, merci beaucoup déjà Félix pour ce webinaire, c'était super intéressant du coup d'avoir un webinaire avec un expert au spot. J'espère aussi que ça vous a plu. Mais en tout cas, encore merci Félix du coup pour avoir pris ton temps et d'expliquer un peu comment tu travailles sur le spot. Je pense que ça a pas mal intéressé. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour avoir regardé ce webinaire. En vrai, n'hésitez pas à me faire des retours aussi parce que c'est la première fois que je participe à ce genre de webinaire et que je parle un petit peu de mon travail. Donc, n'hésitez pas à faire des retours de ce côté-là pour savoir si ça vous a plu ou pas. Trop cool. Ben, bonne journée à tous, bon après-midi, puis encore merci Félix et on se dit à très vite. Au revoir, merci beaucoup.